Commissaire d'exposition, critique d'art indépendante, membre de l'Association internationale des critiques d'art, section Sud Caraïbes et du Centre d'études et de recherche en esthétique et arts plastiques, Nathalie Hainaut est une enfant de l'Afrique et de ses indépendances. Elle passera par l'Asie du Sud-Est, au Laos et en Thaïlande, avant de venir en Europe faire des études de lettres à l'Université de Genève et obtenir une maîtrise. Passionnée d'art et de littérature, elle travaille dès sa première année de faculté dans une grande galerie de la place, la Royal Fine Art, chez Michel Raymondin, et commence à écrire sous les conseils de son professeur, l'écrivain et critique d'art Michel Butor. Venue s'installer en Guadeloupe fin 2002, elle propose dès 2003 des expositions et continue à publier des articles et des textes critiques. Elle a été la responsable du Fonds d'art contemporain de Guadeloupe de 2018 à 2019. Très attachée à l'art contemporain et à son accessibilité à tous les publics, elle poursuit ses recherches autour des thématiques qui occupent la création artistique mondiale et plus particulièrement sur les différentes postures de l'art à l'ère postcoloniale. Nathalie, très souvent à la pause d'art, la première question est celle-ci. Comment as-tu rencontré l'art? C'est une vaste question, mais qui remonte à très longtemps. J'ai rencontré l'art sur le continent africain, puisque mes parents, mon père y travaillait, donc la famille, on était installés là, et chaque année pour les vacances, on ne rentrait pas en Europe. De toute façon, c'était normalement que tous les 4 ans qu'il y avait les retours au pays d'origine. Donc, on allait toujours visiter les musées, les centres d'art, les centres de sculpture dans les pays voisins ou un peu plus loin, mais toujours en Afrique. Alors, comme je le dis souvent, c'était aussi bien les ateliers de sculpture au bord de la route dans des pays comme le Burundi, en Éthiopie ou ailleurs. Et puis, le musée du Caire aussi, que j'ai eu l'occasion de visiter 2 fois et qui reste gravé dans mon esprit. Et puis, il y avait des objets d'art à la maison. C'est ça aussi, quand tu vis avec des œuvres d'art, il y avait des œuvres d'art africaines, mais il y avait aussi des petits tableaux que mes parents avaient emmenés avec eux, parce que si c'est pour les laisser pendant des années dans des caisses, c'est pas intéressant. Donc voilà. Ils n'avaient pas pris les grands tableaux, qui étaient en pension dans la famille, mais les petits tableaux étaient avec nous. Donc j'ai grandi dedans. Dès que j'étais une passionnée de lecture, donc dès qu'il y avait des illustrations dans les livres de français ou autres avec des œuvres d'art, j'allais fouiller dans le dictionnaire pour savoir. J'ai toujours été un peu une tête chercheuse dès le départ. D'accord. Et qu'est-ce que, de ta mémoire d'enfant, qu'est-ce que tu as retenu de ça? Qu'est-ce qui t'a marqué pendant cette durée de ton enfance-là concernant l'art fait en Afrique ou dans les pays que tu visitais? Oui, après, ça a été pareil, parce qu'après, on a été en Asie du Sud-Est, principalement au Laos, qu'on a dû quitter après pour des raisons politiques, comme souvent dans ces régions-là, comme en Afrique. C'est une autre question. J'ai l'impression que c'est presque naturel. Comme j'ai grandi dedans et que j'avais des parents qui s'intéressaient beaucoup à ça, j'ai l'impression que voilà, dès que je vois quelque chose d'artistique ou quelque chose qui a été façonné par la main, ça m'attire. Je me dis, voilà, moi je regarde mes mains, je dis, je sais écrire, je ne suis pas mauvaise photographe, mais je ne suis pas sculpteuse et tout ça. Mais en même temps, j'aimerais que mes mains aient cette magie de pouvoir faire de la terre, du fer, du bois, des choses qui sont belles ou qui parlent aux âmes. Parce que je suis persuadée que les œuvres d'art parlent aux âmes, surtout les œuvres anciennes. Oui, sûrement. Mais dis-nous, Nathalie, quel a été justement ton parcours? C'est-à-dire, oui, cette petite fille qui a bercé dans l'art, Oui. qui a baigné, autant pour moi, merci, qui a baigné dans l'art grâce à ses parents. Et après, il y a cette femme qui est critique d'art. Quel a été le parcours? Alors, déjà, n'ayant pas de talent particulier, si ce n'est en écriture et en photographie, on y reviendra peut-être. Mais j'ai dit que tu as fait de la danse. Oui,
Voilà, j'ai fait de la danse aussi. Voilà, jusqu'à jusqu'à un bon niveau aussi, mais j'étais arrivée à un niveau où j'étais à la limite. Je savais que je n'irais pas plus loin et j'avais eu beaucoup de chance d'avoir été prise. Et je savais qu'il y avait des gens beaucoup plus doués que moi. Donc j'ai dit stop, on m'a dit d'accord, mais tu resteras dans les coulisses. Donc oui, effectivement, la danse. Mais il faut, parce que c'est important de le dire. Quand tu dis que tu es arrivé à un certain niveau, ce n'est pas un niveau négligeable et tu n'étais pas, tu avais pour maître quelqu'un d'important dans le monde de la danse. Oui, puisque j'ai eu la chance d'être quelques temps à l'école de Maurice Béjart. Hein, voilà. Mais voilà, mes collègues, hommes comme femmes, étaient beaucoup plus. Moi, je savais que voilà, j'étais arrivée au plus haut de ce que je pourrais faire. En plus, suite à des problèmes de santé, une opération, j'avais une jambe qui était moins bonne que l'autre, par exemple. Voilà. Donc, mais j'ai gardé cet amour de la danse et de toutes les danses. J'adore danser. Voilà, et je n'ai pas de regrets parce que je sais que d'autres personnes qui le méritaient, qui avaient du talent et qui n'avaient pas non plus peut-être les moyens financiers de rentrer là, qu'une place se libère, c'était bien pour eux aussi. Super. Donc je suis très fière super. d'eux. Et je les ai suivis, beaucoup sont restés des amis, donc jusqu'à encore aujourd'hui, je les suis. Donc tout ça pour dire, effectivement, la danse, je savais que je n'en ferais pas un métier, j'ai toujours aimé lire, j'ai toujours écrit. Donc j'ai fait des études de lettres à l'université de Genève, très grande ville internationale, avec pas que on va dire des ambassades, des banques et des gens de tous les organismes internationaux qui ont leur représentation. Mais c'était aussi, comme ville étudiante, c'était une ville bouillonnante parce que je suis rentrée à l'université en septembre 1980, donc ça fait quand même un bail. Et il y avait beaucoup de réfugiés politiques africains, sud-américains. On était dans une période d'effervescence politique. Et puis ça fait aussi partie du cursus des étudiants de rencontrer l'autre, des gens différents. Donc voilà. Et puis comme on n'était pas parmi les plus à l'aise financièrement, ça veut dire qu'on partage des repas, on partage de la musique, on fait de la couture. Voilà. Donc j'ai fait des études de lettres et très vite, j'ai eu la chance d'avoir des professeurs de haut vol, comme on dit ici, Jean Starowinski, Georges Steiner, mais surtout Michel Butor, qui est un très grand écrivain français et un des fleurons du nouveau roman avec Marguerite Duras. Et c'est avec lui que j'ai fait mon mémoire. Et il était déjà critique d'art. Il allait dans les expositions et quand j'allais le voir pour qu'on regarde comment j'avançais sur mon texte, il me disait « Ouais, c'est bon, là tu fouilles, allez hop !» On ferme ça et on passait notre temps à aller voir des expositions dans des galeries. Il m'emmenait aussi dans l'atelier de certains artistes qui étaient encore vivants à l'époque. Je me rappelle avoir été chez Bram Van Velde. Voilà. Et puis c'est lui qui m'a incité à écrire aussi. Et puis j'ai travaillé aussi pendant la fin de mes études déjà dans une galerie d'art qui s'appelle Royal Fine Arts, qui n'existe plus aujourd'hui, mais dont le propriétaire, Michel Raymondin, était non seulement un galeriste, mais aussi il a écrit un livre sur la sociologie de l'art. Donc tout ça, j'ai l'impression que toutes les pièces du puzzle du départ sont venues s'encastrer les unes dans les autres. J'ai travaillé beaucoup dans le monde de l'art, mais en général, en Suisse, aussi bien le théâtre, la danse, les expositions dans les grandes galeries genevoises. Mais je voudrais savoir, est-ce qu'à cette période-là déjà, quelle était la position de la figure de la femme? Est-ce que tu avais suffisamment de référents féminins pour dire « Ok, je vais être critique d'art comme telle femme qui a réussi » ? Dans ma génération, pas énormément, il n'y en avait pas, ou si on avait, je ne les connaissais pas, je les ai découvertes beaucoup plus tard, comme certaines aussi que je découvre encore à mon âge parce qu'elles ne sont pas
elles ne sont pas francophones ou elles sont américaines, mais comme elles ont été aussi activistes, elles ont été effacées. Effectivement, j'avais pas de figure féminine à l'époque. En tout cas, comme critique d'art ou commissaire d'exposition, puisque ce sont mes deux casquettes, et même comme enseignant en art, puisque j'allais en auditeur libre suivre tout ce qui m'intéressait particulièrement l'histoire de l'art, il n'y avait que des hommes. Que des hommes. Et je suppose que ce n'était pas évident de naviguer dans cet univers très masculin pour toi, peut-être, ou pas? Alors moi, ça m'a jamais... Je suis féministe, je suis aussi une activiste, donc moi, à la limite, ça m'a pas posé de problème. Et dans l'absolu, c'est vrai que jusqu'à l'âge de 50 ans, intellectuellement, j'ai toujours été plus à l'aise parce que justement, il y avait cette opposition dans le monde des hommes. Les conversations et les échanges avec les femmes, voilà. Il y a le challenge et le fait aussi, sans le vouloir, parce qu'il n'y a pas de compétition, mais j'étais le seul elle de l'Assemblée. Et quelque part aussi, ça me mettait la barre plus haut, donc ça m'obligeait aussi à des fois aller creuser un peu plus certaines choses que je pensais savoir parce que je suis une femme, ou parce que j'ai vécu dans tel pays, ou parce que j'ai adoré tel écrivain. Mais justement, la littérature, Marguerite Duras n'était pas critique d'art, mais la façon dont elle écrit, dont elle parle de son enfance en Asie, moi ça m'a parlé. Je me suis dit que peut-être un jour j'écrirais aussi sur mon enfance en Afrique, pas comme Marguerite Duras, mais elle m'en a donné l'envie. La pause d'art. Mais te souviens-tu aujourd'hui de ton tout premier texte de critique d'art, ou bien celui qui t'a le plus marqué, ou qui te semble celui qui t'a vraiment imposé sur la scène de critique d'art? Te souviens-tu de ça, de ce texte-là? Ça remonte à loin et je me souviens pas vraiment du premier texte. Je me souviens, parce qu'à l'époque, on n'avait pas tous les outils qu'on a aujourd'hui. Des fois, le texte était juste présenté dans une exposition. Il n'y avait pas forcément un catalogue. Je veux dire que je commençais à retenir vraiment et à porter importance à partir du moment où il y avait une publication. Parce qu'une feuille sur un mur, il n'y a que les gens qui l'ont lu et qui sont passés qui vont la retenir. Donc moi aussi, c'est une feuille que j'ai un jour écrite. Donc les premiers, là, ça, un petit peu plus tard, quand je me suis installée en France, après avoir quitté la Suisse, je me suis installée en Bourgogne, à Auxerre, où je travaillais dans un musée d'art et d'histoire pendant une bonne partie de l'année et pendant l'été, puisque là-bas il y a des étés, j'étais détachée pour travailler au Centre d'art contemporain de Tanlay, qui est à une 40aine de kilomètres d'Auxerre. Donc j'étais à fond là. Il y avait quelques galeries aussi dans le coin. Donc mes premières publications avec catalogue, c'est une galerie qui était à Joigny, qui s'appelait l'Atelier Contoiselle. Et il y avait des artistes comme Christian Bonnefoy, Jean-Pierre Pincemin, Rousselot, enfin plein d'artistes qui, à l'époque, moi j'avais entre 30 et 40 ans, c'était des gens qui avaient 20 à 25 ans de plus que moi. D'accord, mais dis-moi, Nathalie, aujourd'hui, quand il t'arrive d'écrire un article en tant que critique d'art, quelles sont les étapes que tu suis, toi, dans ton process? Alors, ça dépend beaucoup du contexte, parce que ça peut être un texte que moi je décide d'écrire parce que j'ai envie, ou ça peut être aussi parce que, comme je suis aussi bien membre de l'AICA, l'Association internationale des critiques d'art, section Caraïbes, et du CEREAP, qui fait de la recherche universitaire et qui est basé en Martinique, mais rattaché à la Sorbonne, on a des thématiques. Et donc ça donne une revue, donc chacun écrit un article où il va traiter de cette thématique dans le travail de tel artiste ou dans le travail d'un groupe d'artistes ou chercher des correspondances. Voilà, donc c'est très varié.
Une fois, j'ai juste envie d'écrire un texte parce que j'aime une œuvre, donc c'est pas forcément ce texte-là qui va être publié. Mais peut-être que quelques années après, l'artiste en question va me dire voilà, j'ai une exposition à tel endroit, est-ce que tu veux être mon commissaire d'exposition ou mon critique d'art ou les deux? Et à ce moment-là, ce texte que j'ai écrit, si en plus l'œuvre est parmi la sélection, bien sûr qu'il va apparaître, ou des morceaux vont. C'est comme du tissage en fait, hein, c'est du tissage ou de la broderie pour parler de quelque chose qui fait sens pour toi. Voilà, donc. Et puis, je crois même le plus important et le plus gratifiant, c'est quand tu es à la fois le commissaire d'exposition et le critique d'art. Parce que. Est-ce que là, tu n'es pas jugé partie Alors, je ne suis pas jugée partie parce que je demande toujours aux artistes avec lesquels je suis en affaires d'art. Je dis voilà, moi tu m'as choisi comme critique et comme commissaire, mais moi je ne veux pas être la seule personne qui écrit dans le catalogue. Donc je te laisse le libre choix de choisir une deuxième personne. En général, quelqu'un que je ne connais pas, comme ça on a des regards croisés. Mais est-ce que tu n'as jamais fait l'objet de critiques justement pour le fait d'être en plus d'être critique d'art, d'être commissaire? Parce que toi, il peut t'arriver d'écrire ou de faire des critiques sur le travail d'autres commissaires, en plus d'être commissaire toi aussi. Est-ce que... Non, jusqu'ici, non. Il y a des fois des artistes qui m'ont demandé de travailler avec eux et j'ai été honnête. Moi, si le travail ne me parle pas, je serais malhonnête de dire bon, écoute, ça marche, je vais le faire. Il faut vraiment que j'ai un déclic. C'est très important. Alors, il y a certainement des gens, mais qui ne me l'ont pas dit, qui sont pas contents parce que j'ai pas écrit sur leur travail ou parce que. Mais ça, je crois que ça fait partie du lot de nos métiers. Et puis, il y a critique et critique. Moi, je n'aime pas la critique flingueuse. Je préfère la critique constructive, voire déconstructive, pour mieux reconstruire après. Et puis, surtout, le plus difficile étant le titre et la conclusion, je veux toujours faire en sorte qu'à la limite, le titre, je le trouve à la fin. Et la conclusion, je veux que ce soit toujours une conclusion ouverte. Que le lecteur, le regardeur, le visiteur, l'artiste, il ait l'impression d'avoir traversé le texte, comme il a traversé les œuvres, mais il part avec quelques clés de lecture, mais les autres, elles sont en lui, et j'y tiens particulièrement. C'est pas un diktat, c'est pas parce que j'ai dit, c'est comme ça, sinon on s'en sortirait pas. Et c'est ça qui est très intéressant aussi, de pouvoir discuter avec nos autres collègues critiques d'art et commissaires d'exposition, ou l'un ou l'autre ou les deux, parce que souvent on a à peu près les mêmes démarches, mais chacun utilise son vocabulaire, son expérience, mais le résultat est le même. Dis-moi Nathalie, quels sont les éléments esthétique, peut-être du discours aussi d'un artiste ou de l'œuvre d'un artiste qui peuvent déclencher ton intérêt? C'est complexe, mais en même temps, je dirais, moi ce qui m'intéresse beaucoup dans les pratiques diverses des artistes avec lesquels j'ai travaillé et avec ceux avec lesquels je travaillerai encore, c'est d'abord une attirance pour le travail, donc une attirance esthétique, mais derrière cette attirance esthétique, moi ce qui me passionne, c'est le laboratoire d'idées, d'expériences qu'est chacun des artistes, que peuvent être des fois chaque tableau, chaque photographie, parce que derrière, il y a tellement de choses. On voit un résultat fini, figé, mais il y a des heures de méditation, de travail, de mécontentement, de déchirer, mettre à la poubelle, repeindre. Et c'est tout ce qu'il y a derrière. C'est tout ce qu'il y a derrière qui me passionne. Et c'est tout ça qu'il faut aller fouiller noblement, comme on fait de l'archéologie. Ok. Donc toi, tu es plutôt ce genre de critique qui, je vais mettre en parenthèse, qui vivrait avec l'artiste afin de comprendre sa démarche, sa pensée, oui, son discours. Et sans le trahir, parce que
y a des artistes qui peuvent être très loquaces et très bavards sur leur pratique, parce que c'est dans leur nature, mais il y en a aussi d'autres qui sont des artistes passionnants, mais qui sont des taiseux, qui ont du mal à parler de leur travail. Il dit, mais voilà, ça parle. Hein. Voilà. Ouais, tout à fait. Ça arrive souvent. Et puis, il y a un phénomène des fois assez génial, c'est justement que les taiseux, ceux qui ne sont pas trop bavards sur leur pratique, leur travail et tout ça, donc je fais mon petit travail d'archéologue, voilà. Et quand ils lisent le texte, bah déjà ils sont contents et tout ça. Et là, tout à coup, j'ai l'impression que ça a débloqué la parole. Donc, ce qui serait intéressant, c'est de faire un avant et un après. D'écrire, voilà, c'est un projet que j'ai. Voilà, après, il faut trouver le temps, il faut trouver les financements. Et en Guadeloupe, c'est pas évident. Voilà, voilà. Comment c'est arrivé le commissariat d'exposition dans ta vie? C'est arrivé grâce à un des artistes les plus importants de la Caraïbe, même s'il était devenu français, et le directeur du Centre d'art de Tanlay, c'est grâce à Hervé Télémaque. Voilà. Puisqu'en 1999, nous avons organisé au Centre d'art de Tanlay la première rétrospective sur 40 ans déjà de travail à l'époque, 1959-1999. Il n'était pas prévu au début que je sois commissaire ou co-commissaire, mais comme on a travaillé longtemps, je connaissais déjà le travail d'Hervé Télémaque, que j'ai un rapport un peu particulier aussi à Haïti, ben on a commencé à travailler mais un an avant, déjà pour réunir les œuvres, et que finalement, ben, naturellement, ça s'est fait comme ça. On était 3 commissaires. Et en plus de cette exposition, quelles sont celles aussi que tu as commissariées et qui ont, qui ont entretenu en toi un souvenir particulier? Oh, il y en a eu plusieurs après, ici, en Guadeloupe. Il y en a eu quelques-unes encore en France, avec peut-être Jean-Pierre Pincemin, qui en plus, ben, tous ces gens-là, c'était des gens qui étaient déjà dans les livres d'histoire. Mais après, ben, c'était en Guadeloupe, ça a été avec Richard Victor Saint-Silly et Caillol, avec Joël Nanquin, on a beaucoup fait de choses ensemble. Voilà. D'autres artistes aussi de Martinique, de la Dominique, parce que bon, ben, la Guadeloupe étant un petit territoire, certes fragmenté, un archipel, mais moi ce qui m'intéresse aussi, puisqu'il y a quand même de très grands artistes ici, mais dont certains sont connus à l'international, comme Michel Revelas, Richard dont j'ai parlé, Joël Nanquin, toute cette génération-là de gens qui ont aujourd'hui, entre bientôt 70 et 85 ans, et qui sont encore vivants, puisqu'on a la chance de pouvoir rencontrer en activité, etc. Mais ce qui est très important, c'est que voilà, on vit quand même dans une zone où culturellement c'est très riche. Il y a les langues, il y a la Caraïbe francophone, la Caraïbe anglophone, la Caraïbe hispanophone. On a quand même dans des grandes biennales, on est quand même dans une zone où il y a quand même la biennale de Cuba qui, après celle de Venise, est un pôle en plus dans des situations politiques très complexes. Et voilà, c'est là aussi qu'émerge, c'est de là et par là qu'émergent aussi de nouvelles pratiques artistiques. Super. Et pour le dire, c'est important aussi de le dire, nous sommes actuellement au Musart, qui est un musée important en Guadeloupe. C'est situé à Pointe-à-Pitre. Nous remercions justement la direction de ce musée qui nous permet d'avoir cet entretien ici. Et c'est une bonne occasion pour justement parler de ton amour de la Guadeloupe. Comment, Nathalie, toi, tu arrives en Guadeloupe, tu t'installes et je dirais, moi, de mon point de vue, tu es une spécialiste de l'art contemporain guadeloupéen, peut-être même de l'art tout court, pour être plus juste.
Comment ça arrive, ça? Alors, déjà, j'avais les dernières années en France, j'ai toujours eu beaucoup d'amis venus d'ailleurs. Hein. Donc, j'avais déjà des amis guadeloupéens, principalement dans la musique, le cinéma. Et en fait, tout a commencé avec une page importante de l'histoire de la Guadeloupe, et non des moindres, puisque je suis venue au départ pour travailler sur le film de 1802. Donc sur l'histoire qui s'est passée à Matouba, et dont la phrase que je retiens, c'est « Vivre libre ou mourir ». Ça m'a parlé très fort. Et je suis rentrée en France, et 3 mois après, j'étais en Guadeloupe, parce que moi là, qui... Nous sommes en quelle année? Nous sommes en 2002. Voilà, je m'étais sentie bien, mais je m'étais jamais vraiment sentie chez moi non plus en France. Et puis surtout, je ne supportais pas la montée du racisme que je sentais devenir dangereuse pour moi. Et comme je ne supporte pas ça, parce que je sais que quand on me pousse à bout dans les choses qui me font mal, je sais que moi-même je peux être violente. Je préfère être violente avec ma plume que violente physiquement. Donc je suis venue pour ce film, et puis après je me suis installée en Guadeloupe. J'ai fait un petit peu le tour de tout ce qu'il y avait. Voilà. Je suis allée vivre plusieurs années à Marie-Galante. Donc je prenais le bateau quand je venais en Guadeloupe. Mais surtout, j'ai commencé par une première exposition au Centre des Arts, où il y a maintenant le CAC. Le squat international du CAC, avec un artiste. En fait, c'était quelqu'un qui était souvent dans la rue. C'était pas un artiste reconnu. C'est Polo Amentas, ou Abraham, qui était un grand rasta, un spécialiste du dessin à la plume, des choses comme ça. Et en fait, c'est en faisant son exposition, donc déjà de quelqu'un d'atypique, quand les gens disent mais c'est pas un artiste. C'est pas un artiste. Si, les gens connaissaient, il peint. Mais d'avoir une exposition qui a super bien marché en plus, du coup, ça m'a introduit. Putain, la nana, elle vient pas d'ici, elle connaît ce gars, et l'expo a marché. Donc voilà. Puis moi, comme je suis curieuse de nature, j'ai commencé à regarder ce qu'il y avait comme publication. Il y en avait très peu. Et j'ai eu la chance très tôt aussi de... ceux que je n'ai pas rencontrés tout au début, ils ont entendu parler de moi, et c'est eux qui sont venus me chercher et qui m'ont invité. Par exemple, un jour, j'ai reçu un appel de Michel Revelas. Il me disait « J'aime beaucoup votre plume, donc est-ce que je peux rencontrer la dame qui est derrière la plume ?» Je lui ai dit « Il n'y a pas de souci. » Et c'est comme ça qu'on est devenus des amis, et qu'il m'arrive des fois de passer une bonne partie de la journée dans son atelier et de déjeuner aussi, parce que voilà, beaucoup de ces artistes-là, enfin certains qui sont un peu plus âgés, c'est de pouvoir aller dans leur atelier, de passer du temps, mais vraiment de voir dans quelles conditions ils travaillent. Et puis souvent aussi, ce sont d'excellents cuisiniers. Et comme j'aime autant manger que j'aime l'art, oui. Voilà. Il faut toujours joindre l'utile à l'agréable. Tout à fait, tout à fait. Et l'agréable pour moi, certainement, c'est d'être là avec toi à discuter de ces sujets qui m'intéressent au point, mais aussi d'être dans cette exposition qui s'appelle Utopia de Dominique Desplan, qui est une exposition magnifique. Merci à vous d'être si nombreux à nous écouter. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour aller à la découverte d'une histoire intimement liée à l'art. La pause d'art est une idée d'Yvon Gassam. Voix off, Solange Nembe. Musique, Tumo. Mixage, Ralin Gangmo. Réalisation, Yvon Gassam. La pause d'art est un podcast produit par African Entertainment avec le soutien du laboratoire de théâtre de Yaoundé, Otni et de Satek Records.